Dans cette dernière partie du cours de mécanique des solides indéformables, on propose une application sur les théorèmes généraux. Alors, dans cette application, on considère le dispositif mécanique qui est représenté par cette figure. Donc, il s'agit d'un problème plan dans lequel un disque il peut rouler sur l'axe OX. Alors, le disque en question est lié à un ressort horizontal dont le poids est négligeable, mais de raideur K et de longueur à vide L0. Alors, le but de cette application est de trouver l'équation du mouvement vérifié par la rotation propre phi en admettant que le roulement se fait sans glissement. Alors, on veut déterminer cette équation à l'aide des théorèmes généraux. On précise encore les hypothèses qui seront prises en considération dans cette étude. Alors, le solide considéré est un disque mince, homogène et indéformable. Et le roulement de ce solide sur l'axe matériel OX se fait sans glissement. Et enfin, le ressort de liaison travaille ici en compression et en allongement. Alors, les repères dont on aura besoin dans cette étude. Alors, il y a tout d'abord le repère de référence R0. C'est un repère cartésien de base orthonormée directe IJK et qui est supposé galiléen. Et on aura besoin aussi du repère barycentrique qui est associé au disque et qui est choisi ici parallèle au repère R0. Et enfin, on va utiliser par la suite les conditions initiales suivantes. Dans la première question, on veut déterminer au point G, qui représente le centre de masse du disque, le torseur cinématique par rapport au repère R0, et ce, en fonction du rayon du disque et de la vitesse de la rotation propre phi point. Alors, comme le contact entre le disque et l'axe matériel OX est ponctuel, alors le roulement sans glissement se traduit par l'égalité suivante. Donc, il suffit de traduire maintenant la relation de Varignon dans le disque en utilisant le point grand G. Sachant que la vitesse du point matériel grand I appartenant au disque par rapport au repère R0 est une vitesse nulle. En remplaçant maintenant chaque vecteur de l'égalité précédente par son expression dans la base du repère R0, on obtient cette équation différentielle. Alors, cette équation différentielle traduit le fait que la vitesse linéaire du centre de masse suivant l'axe horizontal OX est proportionnelle à la vitesse angulaire phi point. Alors, en intégrant cette équation différentielle par rapport à la variable temporelle, on obtient la relation directe entre le déplacement horizontal du centre de masse et la rotation propre du disque par rapport au repère R0. D'où le torseur cinématique du disque par rapport au repère R0 qui est défini au point grand G.
Donc les éléments de réduction de ce torseur au point G sont respectivement le vecteur vitesse de rotation du disque par rapport au repère R0 et la vitesse du centre de masse par rapport à ce même repère. Alors, dans la question numéro 2, on veut déterminer au point G le torseur cinétique du disque par rapport au repère barycentrique en fonction de la masse et du rayon du disque considéré et aussi en fonction de la vitesse angulaire phi point. Alors, le moment cinétique du disque dans le repère barycentrique est donné par sa formule matricielle. Donc, si on représente ce vecteur moment cinétique par une matrice colonne, alors elle est égale au produit de la matrice d'inertie du disque dans un repère arbitraire d'origine G, donc un repère orthogonal, par la matrice colonne qui représente le vecteur vitesse de rotation du disque par rapport au repère R0. Donc là, on rappelle encore une fois que les deux matrices doivent être exprimées dans la même base, c'est-à-dire la base du repère RG. Alors, afin de simplifier les calculs, on choisit ici le repère RG qui est identique ou bien confondu avec le repère barycentrique. Il suffit maintenant de remplacer chaque matrice par son expression dans la base du repère barycentrique pour avoir l'écriture vectorielle du moment cinétique du disque dans le repère barycentrique. Donc le torseur cinétique au point G est défini par l'ensemble suivant. Donc le premier élément de réduction, c'est la quantité de mouvement du disque par rapport au repère R0. Et le deuxième élément de réduction de ce torseur est le moment cinétique dans le repère barycentrique. Et par la suite, on peut donner l'écriture finale de ce torseur cinétique. Dans la troisième question, on veut établir l'expression de l'énergie cinétique du disque par rapport au repère R0 en fonction des mêmes données que celles de la question précédente. Alors, d'après le théorème de Koenig pour l'énergie cinétique, on montre que l'énergie cinétique du disque par rapport au repère R0 peut s'écrire en fonction du commandement du torseur cinématique et du torseur cinétique. Donc, comme on a déjà établi les éléments de réduction de chaque torseur, il suffit d'effectuer l'opération du commandement de ces deux torseurs. Dans la question numéro 4, on veut établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'angle de la rotation propre phi, et ce en appliquant le théorème de l'énergie cinétique dans le repère R0. Alors, d'après ce théorème, la dérivée totale de l'énergie cinétique par rapport à la variable temporelle est égale à la puissance des forces extérieures et qui se traduit aussi par le commandement du torseur des forces extérieures et des torseurs cinématiques. Alors, pour des raisons de simplification, on a défini ces deux torseurs
au point de contact grand I. Alors, les éléments de réduction de chaque torseur au point grand I sont donnés par les relations suivantes. Donc, il faut bien remarquer que le moment du poids au point grand I et le moment de la réaction en ce même point sont nuls. Remarque, le co-moment des deux torseurs précédents au point de contact grand I est donné par l'égalité suivante. Donc là, il faut faire attention. On doit bien respecter la règle qui définit le produit de deux torseurs, qu'on appelle aussi co-moment, comme ça a été expliqué dans le cours. Alors, dans la deuxième égalité, on peut appliquer la propriété d'un produit mixte, c'est-à-dire on peut changer la position des vecteurs dans un produit mixte selon un sens de rotation conventionnel. Et finalement, ce co-moment est égal tout simplement à la puissance de la force de rappel exercée par le ressort sur le disque. Alors, on peut exprimer par la suite la puissance des forces extérieures en fonction des paramètres du problème. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on a cette égalité qui, après simplification, permet d'avoir cette nouvelle équation différentielle. Alors, petit oméga est une pulsation qui est donnée par cette formule. On obtient donc une équation différentielle linéaire de deuxième ordre à coefficient constant et avec un second membre constant. La résolution d'une telle équation se fait en deux étapes. Alors, tout d'abord, on doit résoudre l'équation homogène qui est associée à cette équation différentielle. Et cette équation homogène s'écrit comme ceci. Donc, on doit considérer que le second membre est égal à 0. Alors, de ce fait, on cherche une partie de la solution qui est notée ici, phi indice petit h. Donc, la solution générale de l'équation homogène est très simple à écrire. Donc, C1 et C2 sont deux constantes à déterminer après en utilisant les conditions initiales. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut les calculer. Et la deuxième étape dans cette résolution consiste à chercher une solution particulière de l'équation initiale. Puisque le second membre de l'équation de départ est une constante, alors on choisit la solution particulière sous forme d'un polynôme par rapport à la variable temporelle de degré 0. C'est-à-dire que cette solution particulière est aussi une constante. Alors, en injectant cette forme particulière dans l'équation entière, on obtient l'expression finale de cette solution particulière. Alors, d'après le théorème de superposition des solutions qui est applicable aux équations différentielles linéaires, la solution totale est la somme des deux solutions établies précédemment. Donc, en utilisant les conditions initiales qui sont précisées dans l'énoncé, on obtient la solution unique des problèmes étudiés.
C'est-à-dire on obtient la loi horaire du mouvement qui est vérifiée par la rotation propre phi. De même, on peut déduire aussi l'expression de la coordonnée xg du centre de masse en fonction de la variable temporelle. Dans la question numéro 5, il s'agit de retrouver l'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'angle de rotation phi en appliquant cette fois-ci le théorème du moment dynamique. Alors, dans cet exemple, il est commode d'appliquer ce théorème au point de contact grand I, et ce pour des raisons de simplification de calcul. Donc, ce théorème se traduit par cette égalité, c'est-à-dire le moment dynamique est égal au moment de force extérieure. Et le choix du point grand I permet ici d'éliminer automatiquement la force de réaction qui est une inconnue du problème. Alors, on rappelle par la suite la définition du moment dynamique au point grand I. Et là, il faut faire attention. Dans l'expression qui contient le produit vectoriel, on utilise la vitesse du point I géométrique par rapport au repère R0. Donc, c'est un point qui suit les lieux de contact au cours du temps. Ici, la vitesse de ce point géométrique, elle est égale exactement à la vitesse du centre de masse par rapport au repère R0. Donc, le produit vectoriel est nul dans ce cas. Et puis, le moment des forces extérieures, il est donné d'après sa définition habituelle, puisque le moment du poids il est nul et le moment de la force de réaction est nul du moment qu'on a choisi comme point de référence le point géométrique grand I. Pour déterminer maintenant le moment cinétique du disque par rapport au repère R0 et au point de contact grand I, on applique le théorème de Koenig pour le moment cinétique. En effet, le champ du moment cinétique est un champ antisymétrique. Ça, c'est un résultat qui a été démontré dans le cours. Donc, on l'applique ici pour les points grand I et grand G. Alors, le moment cinétique du disque par rapport au repère R0 et au point grand G, c'est exactement le moment cinétique du disque dans le repère barycentrique. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer le moment cinétique au point grand I. Donc, c'est un vecteur qui est porté aussi par le vecteur unitaire petit j. De même, on peut calculer explicitement le moment des forces extérieures au point de contact grand I. Et d'après le théorème du moment dynamique, on a l'égalité vectorielle suivante. Donc, en identifiant les coefficients du vecteur unitaire J de part et d'autre de cette équation, on obtient l'équation différentielle du mouvement qui a été déjà établie dans la question précédente. Dans la sixième question, on veut déterminer les deux composantes de la force de réaction au point de contact grand I en appliquant le théorème de la résultante dynamique. Alors, d'après ce théorème,
la somme des forces extérieures qui sont appliquées sur le disque est égale au produit de la masse du disque par l'accélération du centre de masse qui est calculée par rapport au repère R0. Et là, on précise l'expression de l'accélération du centre de masse par rapport au repère R0. Et en appliquant la projection de cette égalité vectorielle suivant les deux axes qui se trouvent dans le plan OX, OZ, on trouve les expressions demandées dans cette question. Donc la composante verticale compense entièrement le poids du disque, alors que la composante de la réaction horizontale est une fonction périodique par rapport à la variable temporelle. Enfin, dans la dernière question, on demande de retrouver la composante suivant l'axe des X de la force de réaction en appliquant cette fois-ci le théorème des moments dynamiques au point grand G. Alors d'après ce théorème, on a le moment dynamique qui est égal au moment des forces extérieures en ce point, avec l'expression du moment dynamique au point grand G. Et là, on remarque que le produit vectoriel est nul, ce qui fait que le moment dynamique se réduit ici à la dérivée des moments cinétiques dans le repère barycentrique par rapport à la variable temporelle. Le moment des forces extérieures au point G se réduit ici au moment de la force de réaction, puisque les autres moments sont nuls. Et d'après le théorème des moments dynamiques, on a l'égalité vectorielle suivante. Donc, en identifiant les composantes du vecteur unitaire J de part et d'autre de cette égalité, on retrouve l'expression analytique de la composante de la réaction suivant l'axe des X en fonction du temps. Donc là, on est arrivé à la fin de la présentation du cours de mécanique des solides indéformables. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.